Bonjour, bienvenue sur le plateau de Valeurs. Aujourd'hui, produit dans le cadre somptueux du restaurant Chez Georges, au dernier étage de Beaubourg. Nous pouvons contempler donc d'ici les toits de Paris et le patrimoine parisien comme s'il était un peu le nôtre. Et c'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui Vahe Khatcharian, que je qualifierais un petit peu comme un chevalier des valeurs, quelqu'un qui a l'optimisme chevillé au corps et qui est dirigeant d'une entreprise de joaillerie qui s'appelle Vandiam. Donc vous allez nous parler, Monsieur Khatcharian, de Vandiam, également de votre parcours, parce que vous êtes issu de la diversité, vos racines ont saigné, si je puis dire. Vous êtes quelqu'un qui a subi indirectement le génocide arménien et directement la guerre civile du Liban. Vous êtes arrivé en France, vous aimez la France et vous souhaitez ardemment vous battre pour elle. Je crois, portez très souvent cette phrase de Kennedy, Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Je traduis, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Donc, pourriez-vous nous parler un petit peu de vous, de votre parcours, s'il vous plaît? Bonjour d'abord. Donc oui, je suis troisième génération d'une famille rescapée du génocide arménien. Donc mes grands-parents ont été sauvés du génocide par la flotte française commandée par l'amiral d'Artiche de Fournet, que j'honore sa mémoire. Brièvement, est-ce qu'on pourrait rappeler ce qu'est le génocide arménien? Le génocide arménien, donc ça s'est déroulé sur 30-35 ans. Ça a commencé dans l'Empire ottoman par le sultan Hamid, ensuite les jeunes Turcs, et puis ça s'est fini avec Kemal Atatürk qui a fini la purification ethnique des chrétiens, donc de tout ce qu'on appelle l'Anatolie, qui était le haut plateau arménien. Donc le fameux, les carthanciens, le fameux Atatürk qui était c'était aussi donc qui a disons complété donc ceux qui ont commencé ses prédécesseurs. Donc la dislocation de l'Empire ottoman et les disons turcs de l'Empire, enfin, donc les dirigeants, disons, sont tournés contre les minorités. D'accord. Alors, pas seulement les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, les Grecs pontiques, les Juifs, donc ont subi... Un schéma qui s'est souvent retrouvé au niveau des génocides. Tout à fait. Et malheureusement, 102 ans après, ça continue et, disons, à l'origine, c'est un petit peu les mêmes... D'accord. C'est pour cette raison que vous allez au Liban. Et pour cette raison, l'amiral d'Artiche de Fournet, qui commandait donc la flotte de l'armée française de l'Orient, sauve pas mal, 4500 Arméniens environ à l'époque, donc il y a eu d'autres sauvetages bien sûr. Comme le Liban était sous mandat français, donc il les débarque au Liban. Comme ça, mes grands-parents... Le Grand Liban, d'ailleurs, était créé un peu par la France. L'accord Saxe-Picot, tout ça, à cette époque. Mes grands-parents arrivent au Liban, s'installent, fondent leur famille, leur travail. Tradition de joaillerie dans la famille? Il y avait des traditions de joaillerie, exact, parce que pourquoi, disons, après, donc je reviens pour le nom Vandiam, ça a pris ses racines aussi là-bas. Mais je résume donc l'histoire, et puis certains Arméniens, comme mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, continuent son chemin vers la France. Et il s'engage dans l'armée française par reconnaissance envers cette France sauveteur, cette France qui est porteur des valeurs. Et puis il est mort sur le champ d'honneur en se battant contre les nazis. Aujourd'hui, il a son stèle mortuaire à l'ossuaire de Douaumont, avec toutes ces médailles gravées là-dessus. Je sens votre émotion quand vous en parlez. Tout à fait. Donc ça me donne toujours la chair de poule. Et puis je vois que quelqu'un, par reconnaissance, donc, a choisi une deuxième patrie qui était la France, qui est aujourd'hui le mien. Et après la guerre civile du Liban, donc pour les chrétiens orientaux, c'était assez difficile. Juste un petit résumé, pourquoi cette guerre civile? Pourquoi cette guerre civile? Il y avait, disons,
J'étais jeune, je n'étais pas, disons, dans les sphères politiques pour comprendre, mais j'ai compris la seule chose, que c'était une guerre fratricide. Ouais, un éclatement des différentes ethnies, des différents courants. Voilà, donc de différentes sensibilités politiques qui ont créé un déséquilibre. Exact. Merci pour cette petite parenthèse historique. Aujourd'hui, donc, vous êtes dirigeant de Vandiam. Parlez-nous un peu de joaillerie, votre métier. Oui, à l'âge de 20 ans, donc j'arrive à Paris. Ma famille, reconnaissant envers la France, toujours m'avait éduqué dans la culture française. Aujourd'hui, j'accorde beaucoup d'importance à la francophonie. Et à mon tour, j'essaie de rayonner dans le monde francophone. Donc j'arrive à 20 ans à Paris. J'avais déjà, par ma famille, appris un métier. Pendant la guerre civile, ma famille a interdit d'aller faire partie des fractions armées et ils nous ont éduqués à la maison. Les écoles étaient fermées. J'ai appris mon métier de sertissage en joaillerie. C'est un peu le travail qui vous a sauvé. Voilà. Et j'arrive à Paris, pas loin d'ici, donc dans la même rue de Beaubourg, je trouve mon premier emploi. Et toujours mes premiers patrons, donc chez qui j'ai travaillé, donc j'ai changé 3 patrons pour évoluer dans le métier, apprendre le système à la française, parce que, entre parenthèses, donc la France rayonne dans le monde, dans le domaine du luxe, le savoir-faire, donc française. Aujourd'hui, ça a quelque chose, mais il est en train de perdre de terrain, malheureusement. Mais il faut travailler pour... je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais donc j'ai été chez différents patrons et ensuite, en moi, il y avait cette envie d'entreprendre. D'accord. J'ai jamais été au chômage un jour dans ma vie. Donc j'ai toujours voulu faire quelque chose. Et être acteur de votre vie. Acteur dans la vie, pas spectateur. Et faire quelque chose et entreprendre par moi-même, être mon propre patron, quitte à travailler plus. Et aujourd'hui, donc, dans la politique, on entend travailler plus, mais travailler plus, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est une fierté d'homme. Vous avez le sentiment que le facteur travail est attaqué dans le contexte de cette élection? Le facteur travail, si on attaque le facteur travail, on réduit à l'esclavage l'être humain. L'assistanat, pour un homme, c'est lui enlever toute sa dignité. Par contre, un homme qui est capable, un homme qui est fier de ce qu'il est, de son état d'être humain, doit être créatif, travailleur. Et c'est une fierté de pouvoir travailler, gagner et payer des impôts. Mais c'est ce que réclame la majorité des chômeurs. Oui, mais il faut leur donner, disons, la facilité. Donc, aujourd'hui, si on allège un petit peu la charge administrative, il y a beaucoup de gens, ils surpassent leur peur pour pouvoir entreprendre. D'accord. Entreprendre, donc, ça va valoriser l'homme. D'accord. Vous pensez que l'une des difficultés majeures, c'est la difficulté de surmonter les obstacles administratifs, c'est ça? Ça, c'est quelque chose. Et ensuite, il faut surpasser sa peur. On a toujours peur. Comme l'acteur a le trac de monter sur scène, eh bien, l'acteur dans la vie a toujours ce peur. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas avoir, disons, des moments où il va échouer? Combat contre lui-même d'abord. Voilà. Et pour surpasser ça, il faut créer les conditions nécessaires pour avoir le courage à entreprendre. Alors, à l'aune de l'analyse que vous venez de faire, pourriez-vous nous dire, pour conclure cette émission, quelles sont les valeurs qui vous portent? En regardant cette caméra, s'il vous plaît. L'honnêteté, les enfants, la jeunesse, et la droiture, enfin, ça revient au même, hein, donc toujours la droiture dans la vie. D'accord, mais écoutez, merci infiniment. Je retiens droiture, honnêteté, jeunesse. Donc avec ça, effectivement, je pense qu'on peut forger des belles consciences. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir.